7 janvier de l'année 2023. Donc, ici David Oumiko qui vous salue. En fait, c'est un commentaire que je vais faire aujourd'hui par rapport à des idées qui ont été avancées là, par des lanceurs d'alerte. Le but de la capsule aujourd'hui, c'est pas de commenter spécifiquement certains lanceurs d'alerte, de les pointer du doigt, mais plutôt de porter un regard critique par rapport à certaines idées qui ont été mises en place ou qu'on a voulu véhiculer là, dans l'optique de mettre fin à la crise sanitaire en lien avec ce qu'on dit être une pandémie dans les médias depuis le début de l'année 2020. Donc, suite à cette annonce de pandémie, il y a eu toutes sortes de réactions et progressivement, au fil des semaines, des mois, un réseau de la résistance s'est organisé un peu partout dans le monde avec des lanceurs d'alerte qui sont apparus sur la scène publique du jour au lendemain et qui sont venus avoir des milliers de personnes dans leur auditoire. Donc, ce que j'ai à dire par rapport aux initiatives qui ont été mises en place par rapport aux différents lanceurs d'alerte, ben, c'est de regarder qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne pas pour porter un regard critique en lien avec la gestion de crise, dans le sens qu'au Québec, il y a eu plusieurs lanceurs d'alerte qui ont fait la promotion de faire des manifestations dans la rue par rapport à des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement ici québécois qui trouvaient exagérées. Dans le sens que c'était des mesures que beaucoup de personnes ont évalué que ça violait les droits et libertés élémentaires des citoyens de libre circulation. Il y avait un couvre-feu. Ensuite, en tout cas, il y a eu plein de choses qui se sont déroulées depuis un peu plus de 2 ans. Là. En fait, c'est depuis l'année 2020, l'année passe. Et bon, les manifestations ici, ça a été une tentative qui a été mise en place. Ils n'ont pas eu le succès escompté dans le sens que suite aux manifestations, le gouvernement n'a pas reculé. Par contre, ce que je dois dire par rapport aux moyens d'action qu'est la manifestation, c'est que dans d'autres contextes, ça a fonctionné, ça a donné des résultats. Je vais vous donner un exemple concret ici. Lors de l'automne de l'année 2022, en Chine, des gens, après plusieurs mois où une politique très stricte était en place en lien avec la gestion de pandémie, se sont levés debout, se sont mis à manifester. Résultat, le régime chinois de Xi Jinping a reculé. Donc, il a donné du lousse à la citoyen pour assouplir, entre autres, les mesures de contrôle là, liées à la gestion de crise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Québec, parce qu'il y a eu plusieurs manifestations à un peu plus de 2 ans, ça n'a pas donné le résultat escompté, mais ça ne veut pas dire que, vu que ça ne donne pas le résultat ici, d'amener un édoucissement des mesures du gouvernement, que ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas ailleurs. La preuve, on a le cas de la Chine. Donc, en quelques semaines de manifestations lors de l'automne 2022, le régime politique chinois recule par rapport à la ligne dure qui a été mise en place là, depuis 2020 en termes de gestion de crise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population en Chine a réussi à établir un rapport de force avec les autorités gouvernementales qui les ont amenés à reculer. À présent, est-ce que les manifestations en soi par rapport à ce qu'on va appeler peut-être une future pandémie ou une autre crise, c'est un moyen qui est inutile au Québec? Pas nécessairement. Moi, la façon que je vois le rôle des lanceurs d'alerte, c'est que dans certains cas, ils ont amené des initiatives. Dans certains cas, il y a eu des initiatives. Bon, en Chine, si j'avais eu à financer des lanceurs d'alerte, probablement que ça aurait été ceux chinois qui ont mis en place la manifestation parce que ça a donné des résultats. C'est sûr que moi, si je serais en Chine, que je vois le gouvernement reculer par rapport à des mesures qui étaient très strictes en Chine depuis plus de 2 ans, bon, ben, moi, si je verrais ce résultat-là, ben, j'aurais le goût de financer ces lanceurs-là d'alerte dans l'optique que, bon, s'ils sont capables de faire reculer le gouvernement par rapport aux mesures de gestion de crise, ben, peut-être qu'ils seraient en mesure également de faire reculer le gouvernement chinois par rapport à des politiques qui violent les droits et libertés élémentaires des citoyens en Chine pour favoriser la liberté d'expression. Donc,
Par contre, c'est sûr que ici, bon, les manifestations, moi, j'y avais été à quelques reprises. Les résultats, bon, ben, c'est sûr qu'en termes d'efficacité, c'est-à-dire qu'on fait une manifestation, puis le lendemain, le gouvernement, ou dans les jours qui suivent, il fait un recul significatif en arrière. Non, un peu plus de 2 ans, j'ai pas vu ça. Par contre, ça, comment dire, ça amène un questionnement public. Tu sais, si on voit, par exemple, à Montréal, des millions, peut-être pas des millions, je vais me rectifier ici, des milliers de personnes qui marchent dans la rue. Bon, ben, les gens qui voient ça peuvent se poser des questions. Pourquoi ils n'en parlent pas dans les bulletins de nouvelles? Pourquoi que les sujets qui sont abordés en lien avec la crise ne font pas des débats publics? Donc, il y a quand même des effets. Moi, la vision de la réalité que j'ai, c'est une vision systémique. Et dans certains cas, des comportements comme faire une manifestation, oui, ça va donner des résultats, d'autres non. Est-ce que d'avoir tenté de faire des manifestations en tant que telles, c'est mauvais? Non, moi je trouve que c'est intéressant que les choses soient essayées. Par contre, il faut s'ajuster au fil du temps. Pour ce qui est de la défense des droits et libertés sur le plan juridique des Québécois, parce qu'il y a des gens qui, durant les 2 dernières années, ont mis de l'avant un organisme dans l'optique de faire des démarches sur le plan judiciaire pour faire reculer le gouvernement en termes de mesures de gestion de crise. Est-ce que ça a donné des résultats efficaces selon les informations que je dispose présentement? La réponse, c'est non. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, est-ce que j'ai été naïf en début de crise? La réponse, c'est oui. J'avais donné de l'argent à un organisme. Et moi, j'ai dit, je vais donner la chance aux coureurs. Est-ce que je le regrette? Non, parce que moi, je voulais donner la chance aux coureurs par rapport à, dans le fond, à l'organisme au cas où qui a amené une plus grande justice sociale, puis faire reculer des mesures d'abus d'autorité, en tout cas que je considère du gouvernement en termes de gestion de crise, là, en lien avec ce qu'on dit avoir été une pandémie dans le discours officiel. Mais quand j'ai vu que ça avançait pas et que, bon, la justice est lente, ça c'est un fait, là, et que finalement la voie juridique ne donnait pas de résultat, ben j'ai arrêté de financer l'organisme. Tu sais, je connais des gens qui l'ont financé, puis ça leur appartient, puis c'est correct, puis je les respecte. Mais il y a des limites à donner la chance aux coureurs. C'est comme l'histoire que Donald Trump, là, qui a été véhiculée par certains lanceurs d'alerte, que Donald Trump est une espèce de sauveur, là, un nouveau messie qui va faire le ménage dans l'État profond aux États-Unis, ramener plus de justice sociale, ramener de l'ordre, et qu'à quelque part, il y a eu de la fraude électorale lors des dernières élections, que ça va être su publiquement, Joe Biden va destituer. Bon, j'ai des gens qui m'entourent qui adhèrent à ça. Bon, moi, j'ai pris en considération ce qu'il disait, mais j'étais sceptique. Puis, tu sais, je pense entre autres à une personne qui a dit, ah, ben, à un moment donné, la fraude électorale va se faire savoir. Puis, à un moment donné, il y a un mois qui passe, 2 mois. Puis, finalement, au moment où on se parle en 2023, la façon que s'alignent les choses, c'est que probablement que Joe Biden va compléter son mandat de 4 ans en bonne et due forme à la Maison-Blanche. Et les lanceurs d'alerte qui vont dire « Ah, il va être destitué. » Mais, tu sais, c'est comment dire, quelqu'un va dire « Ah, ça va aller dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. » Ben finalement, le temps passe, puis on voit pas ça. Fait que moi, j'ai zéro espoir là-dedans, là. Zéro espoir que il va amener, dans le fond, Donald Trump, là, les gens se rallient derrière lui, puis il va se faire reconnaître comme étant le président légitime des États-Unis, puis Biden va être disqualifié aux yeux des autorités compétentes comme étant quelqu'un qui aurait été élu par fraude électorale. C'est sûr qu'à un moment donné, quand le mandat Joe Biden avance, ça fait plusieurs années qu'il passe, ça devient étrange de reculer là-dessus, ou ça devient de moins en moins probable, à mon avis. Donc, par rapport à ça, moi, j'ai aucun sauveur pour moi dans ma vie, dans le sens que je vois pas Donald Trump comme le sauveur qui va faire le ménage des pays occidentaux de toute la corruption. Non, je vois pas non plus la même chose pour les extraterrestres. Donc, c'est sûr que des gens dans les médias alternatifs vont donner de l'importance dans certains cas au phénomène extraterrestre, mais si quelqu'un, par exemple, fait la prophétie que le 24 février 2023, il va y avoir un rendez-vous,
avec le phénomène extraterrestre, ben, qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, écoutez, ça avance, ça arrive bientôt. Moi, j'ai aucun espoir par rapport à ça, honnêtement. Si vous mettez vos espoirs là-dedans, puis les extraterrestres ne débarquent pas en soucoupe volante pour créer un changement de paradigme puis améliorer votre qualité de vie en vous partageant des inventions, tu sais, ça devient compliqué, là. Parce que là, il faut qu'ils débarquent les extraterrestres publiquement. Ensuite, il faut qu'ils fassent un transfert de technologie avec nous autres pour nous amener à améliorer notre niveau de vie. Mais qui dit qu'ils ont envie de débarquer, puis en plus de nous partager leur technologie pour améliorer notre sort en tant que terrien, puis réduire nos productions de gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique qu'on génère, puis remplacer l'utilisation de l'énergie nucléaire par d'autres formes moins polluantes auxquelles ils nous donneraient accès. Je ne sais pas si ça va arriver. En tout cas, moi, je vois ça comme étant très conditionnel ou très peu probable. Puis, vous ne savez pas, peut-être que le 23 février 2023, quelqu'un qui annonce pour le 24 va dire « Ouais, finalement, là, les extraterrestres, ils vont nous donner rendez-vous, mais un petit peu plus tard. Ils ont été retardés. » Tu sais, un peu comme nous autres, on va dire « Ben, je te prévois un rendez-vous avec toi, mais là, je suis obligé de reporter le rendez-vous vu qu'il y a une tempête de neige ou le trafic est important. » Des fois, ça arrive. Quelqu'un qui donne un rendez-vous à une autre personne sur l'île de Montréal, puis le trafic est tellement abondant dans le coin du tunnel Louis-Hippolyte à La Fontaine, où c'est par choc à par choc pendant plusieurs heures, que finalement la personne rappelle, dit « Ouais, finalement le rendez-vous, ça va aller beaucoup plus loin là, que la date prévue. » Donc, nous autres, on peut avoir un contretemps. Des fois, les gens ont une politesse en disant « Ben écoute, je t'ai prévu de te rencontrer à telle heure, mais à cause de la circulation, du trafic, notre rencontre, il y en a au moins pour 1 heure là, par choc à par choc. Fait que je vais être là beaucoup plus tard. » À l'échelle cosmique, à quoi ça peut ressembler? Ben, au lieu que le rendez-vous soit décalé d'une demi-heure ou 1 heure, ben, c'est peut-être plusieurs années. Donc, peut-être que le rendez-vous, finalement, avec les extraterrestres, ça ira pas avant l'année 2070. Bernard de Montréal, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale ici au Québec, parlait de la possibilité qu'il y ait une régence planétaire. Donc, des êtres éveillés fassent la gestion de la Terre. Et il y avait déjà, si ma mémoire est bonne, mentionné 2070. Fait que peut-être qu'on va dire non, c'est pas le 24 février 2023, ça va être le 24 février 2070. Mais moi, je m'en fous en passant. Je regarde qu'est-ce qui se passe, puis il y aura toujours des gens naïfs qui vont dire « Ouais, finalement, ton explication que le rendez-vous est reporté, puis là, si tu cites Bernard de Montréal, puis tu mets des extraits tu cites lui comme référence, ah, ben là, oui, il me semble que ça me fait du sens. » Donc, on peut toujours trouver du sens. On peut trouver du sens avec les prophéties de Saint Malachie par rapport au pape, puis là, faire le lien entre le dernier pape qui va marquer la fin de l'ère chrétienne et ensuite le passage à une autre ère où c'est plus des papes, mais ça va être plutôt à la place un gouvernement qui va travailler en collaboration avec les extraterrestres pour la mise en place d'une religion syncrétique qui va les véhiculer à l'échelle mondiale comme étant des dieux. Donc, au lieu de croire en Jésus-Christ, on va croire à l'importance à des messies cosmiques qu'on pourrait voir apparaître un peu partout lors du premier contact officiel, du premier grand rendez-vous de l'humanité avec les êtres du cosmos, où ils se dévoilaient dans leur nature à la face publique. Donc, ça peut être ça aussi qui peut arriver, là. Mais il y a plusieurs choses. Je peux spéculer là, par rapport à ça. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que j'ai aucune attente par rapport à Donald Trump, ni les extraterrestres pour le salut de l'humanité, encore moins les lanceurs d'alerte, encore moins le gouvernement. Bref, j'attends à rien du venant du collectif, mais ce que je dis aux gens, ben, mon message est très individualiste ici, c'est occupez-vous de votre vie, occupez-vous d'être bien dans votre peau, puis ayez un recul très lointain par rapport à tout ce qui se dit dans le monde, par rapport aux médias. Tu sais, vous avez des médias comme ici au Québec, TVA Nouvelles, il disait, un des slogans, c'est que c'est vrai. Mais oui, hein, tu sais, voyons donc. Tout ça, c'est ridicule, puis... moi, dans le fond, par rapport à tout ce qui peut être annoncé par l'avenir ou les actions qui sont mises en place, je regarde dans les faits qu'est-ce qui se passe.
Dans les faits, c'est quoi? Ben, il y a des lanceurs d'alerte. Dans certains cas, il y avait des gens de très bonne volonté aussi au Québec qui ont voulu amener des changements. Dans certains cas, au niveau systémique, ce que je peux observer, c'est qu'ils ont une incidence. Sur le peuple québécois, les lanceurs d'alerte, ça crée des réactions. Je veux dire, il y a des gens qui, par exemple, se sont moqués de Christian Dubé, qui est ici le ministre de la Santé, parce qu'à un moment donné, il y avait eu une conférence de presse et il s'était présenté avec 2 masques au visage. Et là, il disait qu'on n'est jamais trop prudent pour, en tant que figure d'autorité gouvernementale, influencer les gens, puis que les gens se mettent à se promener sur la rue avec 2 masques à la figure, donc exercer une forme de leadership. Parce qu'aux États-Unis, il y avait Anthony Fauci pendant la même période qui fait la promotion du double port du masque. Et il y a eu des lanceurs d'alerte qui l'ont ridiculisé, puis finalement, il n'y a pas eu d'adoption par la masse, il n'y a pas eu de consentement social à l'égard de l'idée du double port du masque. Donc, ça n'a pas fonctionné. Et des fois, les caricatures qui sont faites sur les réseaux sociaux par rapport à nos gouvernants, dans certains cas, ça peut avoir un certain impact sur l'affiliation sociale ou non à l'égard de certaines mesures. Donc, c'est sûr que si la personne elle veut jamais être trop prudente, ben elle peut porter le double condom lorsqu'elle a une relation sexuelle. Tu sais, la personne porte 2 masques, 2 condoms, 2 gants de plastique pour donner la main. Tu sais, on peut tout faire en double, tu sais, quand on regarde ça. Mais tout ça pour vous dire que il y a c'est sûr que quand il y a des mesures qui ont des comportements qui ont un certain impact, il y a toujours un contexte culturel, dans le sens que si les gens manifestent au Québec c'est pas les gens qui subissent des mesures aussi extrêmes que les Chinois en ont vécu il y a à peine quelques semaines, probablement que ça n'aura pas la même intensité et impact de déstabilisation sociale. Et ici, je m'explique. C'est-à-dire qu'en Chine, les manifestations pour faire reculer les mesures ont un impact, mais c'est dans un contexte où, par exemple, si un enfant d'une famille est atteint du virus que les médias parlent depuis 2020, bon, ben, il se fait retirer de la famille, l'enfant, là. Donc, imaginez le traumatisme social. Moi-même, j'ai une fille présentement. Et c'est sûr que si du jour au lendemain, une équipe d'autorité gouvernementale débarquerait chez moi en disant « Ah, votre fille a des symptômes du virus, est testée positive, on est obligé de la retirer de chez vous pendant 2 semaines », c'est sûr que je serais très contrarié en tant que parent. Et moi, c'est sûr que, honnêtement, là, je suis heureux de ne pas être dans cette situation-là parce que c'est sûr que moi, je verrais ça comme une forme de traumatisme qui peut être vécu par l'enfant. Tu prends un enfant en bas âge, tu l'enlèves de la famille dans une unité de quarantaine qui ressemble à une unité de détention, un peu comme un prisonnier. Puis là, la personne est sous contrôle, puis est observée, puis n'a pas le droit de sortir. C'est sûr que quand les gens, ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois ou leurs membres de la famille vivent ça, ça se peut qu'à ce moment-là, ils manifestent avec une certaine virulence, alors qu'on n'a pas connu ça au Québec. Ou encore pire, en Chine, il y a plusieurs lanceurs d'alerte qui ont rapporté qu'il y a... d'ailleurs, c'est ce qui a mis le feu aux poudres par rapport aux manifestations. Là, ça a été comme la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase pour peut-être plusieurs Chinois qui ont eu l'audace par la suite de sortir dans la rue pour manifester. C'est qu'il y aurait eu un incendie dans un immeuble où il y a plusieurs résidents. Et comme la directive première liée à la gestion de crise en Chine serait que, sous un prétexte, que lorsque des cas de gens qui ont le virus contaminé, on les laisse sortir, ben, si on bel et bien appliqué cette directive-là d'une manière rigide, ça veut dire qu'ils ont laissé volontairement des gens mourir dans un brasier parce qu'il y avait un immeuble qui était en train de brûler. Les gens voulaient sortir, sauf que, comme la consigne première, la directive première, ça me fait un peu penser dans Star Trek. Hein? Dans Star Trek, la directive première, c'est la non-ingérence d'un peuple extraterrestre envers un autre peuple. Là, ici, c'est pas pareil. Donc, la directive que la primauté, c'est sous aucun prétexte de laisser sortir les gens d'un immeuble, même s'il est en feu. Mais là, c'est ça, puis c'était filmé par des gens en Chine qui, à quelque part, ils ont alerté la population en propageant ce type de vidéos pour que ça soit su et connu.
et on a entendu parler ici en Occident. Donc, leur efficacité en tant que lanceur d'alerte a eu une certaine incidence. Donc, bref, on nous présente ces vidéos-là où des gens ne peuvent pas sortir alors que, dans le fond, le bâtiment est en feu, que les pompiers n'ont pas le droit d'intervenir pour pas être exposés à ces gens qui pourraient les contaminer du virus. Donc, on voit les limites et l'absurdité et la déshumanisation dans la gestion de crise, là. Je pense que ça peut pas être plus clair, là. Quand on voit cette scène-là, c'est frappant. Puis là, on entend des gens crier, hurler là, dans la vidéo. Puis là, la vidéo est en feu, le meuble est en feu. Bref, c'est tout ce genre d'incident-là qui peut amener une population à vouloir manifester. Mais c'est sûr que si la population n'est pas exposée à ce type d'injustice ou de trucs qui ont autant d'ampleur, là, c'est-à-dire faire la détention des enfants parce qu'ils sont malades, là, ça se peut que les manifestations sont de moins grande envergure ou qu'il y ait moins d'impact. Mais tout ça, c'est une question de contexte. Donc, ma lecture systémique par rapport à un peu plus de 2 ans de gestion de crise, puis le travail qui est fait à l'égard des lanceurs d'alerte est celle-ci. C'est de dire que, bon, il y a des gens qui ont voulu changer les choses, dans certains cas de bonne foi. Ils ont essayé des choses. Moi, j'ai donné la chance aux coureurs. Moi-même, j'ai donné de l'argent à certains lanceurs d'alerte via des moyens sécurisés, via le web. Comme je voyais que de donner de l'argent pour des manifestations ou retrouver nos droits et libertés sur le plan juridique ne donnait pas le résultat après quelques semaines, à un moment donné, je me suis tanné et j'ai arrêté. Là. Je ne vous ai pas financé pendant plus de 2 ans. Là. À un moment donné, on essaye des choses. Si ça fonctionne, oui. Si ça ne fonctionne pas, ben regardez, moi, la façon que je vois, c'est qu'on passe à autre chose ou que les gens ne souffrent pas assez. Peut-être que si on avait eu un contexte avec des mesures aussi strictes et rigides en Chine, au Québec, peut-être qu'on aurait eu des manifestations plus intenses ici, là. Et on aurait assisté à ce moment-là à des gouvernants qui auraient dû s'adoucir dans leur politique pour éviter que, par la suite, on se ramasse en situation de crise sociale majeure qui aurait pu déboucher sur une forme de guerre civile. Parce que ça aurait pu aller très loin, là. En Chine, j'ai senti qu'ils ont voulu calmer le jeu parce qu'à quelque part, le régime de Xi Jinping, qui est là au pouvoir depuis plusieurs années, ils ne veulent pas être renversés. Fait qu'ils ont fait diminuer la pression, la tension, en donnant du lousse à la population. Mais en même temps, en faisant ça, parce qu'il y a une vidéo très intéressante là, qui a été faite là, sur 7 jours sur Terre, où il y a question, c'est une chaîne YouTube là, qui commente l'actualité sur le plan géopolitique, ou les questions que Xi Jinping a ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire que si les gens manifestent pour faire reculer le gouvernement par rapport à des mesures sanitaires qu'ils jugent trop strictes, ben, ça crée un dangereux précédent par rapport au gouvernement, dans le sens que la prochaine fois, si tu donnes gain de cause à ta population pour manifester pour autre chose, les droits et libertés, la liberté d'expression, ben peut-être que ça va fonctionner. Tu sais, si ça marche pour faire reculer le gouvernement sur la gestion de crise, ben peut-être que ça va fonctionner aussi pour faire reculer le gouvernement sur autre chose en Chine. Donc, ça va être un dossier à suivre. Donc, mon regard à l'égard des lanceurs d'alerte, puis qu'est-ce que court depuis environ 2 ans, c'est que dans certains cas, il y a des gens qui ont voulu essayer des choses. Ça n'a pas donné résultat escompté, mais le principe de l'intelligence, c'est pas de s'acharner dans quelque chose qui ne marche pas. C'est de tenter des choses, oui, si ça fonctionne, ben, de les reproduire ou à regarder qu'est-ce qui a été fait, par exemple, ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres provinces, dans quel contexte, puis pour voir qu'est-ce qui peut être appliqué ou non ici, tout simplement. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Sinon, pour ce qui est des gens qui nous alarment par rapport aux drames sociaux, etc., c'est sûr que par rapport à tout ça, il faut en prendre et en laisser comme dans toute chose. Et puis, ce que j'ai à dire, ben, c'est qu'il faut comprendre que par rapport aux lanceurs de lettres, ce qui s'est créé au fil des mois, c'est une dynamique où ce qui crée l'attrait du public par rapport à un discours, c'est de faire bouger l'éventail des peurs. Donc, les peurs que la gestion de crise dégénère, ensuite les peurs de la crise économique, ainsi de suite. Donc, c'est sûr qu'un lanceur d'alerte, s'il veut avoir des codes d'écoute, il faut qu'il fasse, il faut qu'à quelque part qu'il parle de ce que les choses que les gens ont peur qui les intéressent. Donc, c'est sûr que
il y a une réalité derrière ça qui est très marketing. Fait que ce que ça fait, c'est que ça crée un discours très anxiogène. C'est sûr que si le lanceur d'alerte dit dans ses vidéos que ça va bien dans le monde, puis que tout le monde est beau, tout le monde est fin, il n'y aura pas de code d'écoute ou presque nul. T'sais, parler du bonheur, c'est un sujet que j'aime aborder dans le cadre de mes enregistrements, l'important d'être heureux au quotidien et de se donner le droit d'être heureux pour rien. C'est sûr que je n'irai pas chercher des millions de codes d'écoute avec ça et j'en suis conscient. Mais pour moi, c'est fondamental d'être heureux sans raison. Parce que si on attend après le gouvernement, les lanceurs d'alerte et le retour à la gouvernance des États-Unis de Donald Trump ou des extraterrestres pour fin février 2023, on risque d'attendre longtemps. Et moi, la façon que je vois la vie, c'est tout simplement, soyez généreux envers vous-même, donnez-vous la priorité. Et comme ça, ben, vous risquez moins d'être déçu que si vous mettez votre destin entre les mains des lanceurs d'alerte, entre les mains de Donald Trump ou des extraterrestres ou autres sauveurs professionnels ou de gens qui ont été prophétisés. Donc, c'est ça que j'avais à dire tout simplement aujourd'hui. Puis sinon, ben, pour cultiver mon bonheur au quotidien, j'écoute régulièrement des enregistrements du philosophe jovialiste André Moreau. Et c'est sûr que s'il y en a que ça vous intéresse de découvrir, ben, il y a beaucoup de vidéos de lui sur YouTube. Pourquoi? Ben, parce que lui, comment dire, il se donne tout maintenant. Et ça, c'est un élément fondamental de sa philosophie avec lequel je suis en accord. N'attendez rien des autres ni de l'avenir. Soyez vaste, soyez audacieux. Donnez-vous maintenant à être heureux. N'attendez pas d'être bien dans l'au-delà. Ou dans le paradis, ou peu importe. Non, créez aucun délai. Bénéficiez ici maintenant de toute l'autorisation que vous pouvez vous donner à être. Donc, c'est sûr que s'il y en a qui s'intéressent en savoir un peu plus sur André Moreau, bon, vous pouvez aller commencer à visionner ses vidéos sur YouTube ou même vous procurer de ses enregistrements qui sont mis en vente par Jackie Lacourcière, qui est l'une de ses compagnes. Lui, il y a plusieurs compagnes. Et je vais mettre ses coordonnées là, par courriel, là, de son adresse courriel en bas de l'enregistrement présent. Pourquoi? Ben parce que d'écouter ces enregistrements me permet de cultiver mon bonheur au quotidien. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comment dire, j'ai aucun espoir envers le jovialisme. Là. C'est pas, j'attends pas... le jovialisme, c'est une philosophie qu'on peut vivre ici et maintenant. C'est pas par rapport à l'avenir. Et c'est ça qui est intéressant parce que d'autres approches, vision du monde, ben là, non, ça prend la régence planétaire, mais ça va pas en 2070. Fait que là, ça nous met en attente. Non, ça prend le retour du Christ. Ça prend le retour des extraterrestres. Ça prend le retour au pouvoir de Donald Trump. Ça prend ci, ça prend ça. C'est tout le temps conditionnel. Dans la voie du jovialisme, c'est proche du taoïsme. Le taoïsme, dans le sens que tout est là maintenant. Il n'y a pas de délai par rapport à l'avenir. Et si vous créez un délai entre vous et votre réalisation, ben, ce que ça crée, c'est de la souffrance, des attentes, voire de l'anxiété, de l'angoisse. Et c'est ça. Moi, j'attends pas que ça aille mieux sur le plan économique dans le monde par rapport à la pollution qu'on trouve les technologies pour arrêter d'être polluées. Non, il faut attendre après rien. Il faut se donner le bonheur ici maintenant, puis il faut le savourer pour être capable de l'amplifier. D'où l'utilisation, entre autres, de la bénédiction. Donc, on peut bénir sa santé ici maintenant. Moi, c'est sûr que depuis que je suis père de famille, ben là, je vais bénir ma petite fille. Donc, l'investir de mon aide, m'investir de mon énergie pour qu'elle soit bien, en santé, heureuse, dans notre compagnie. Et je lui ai fait la bénédiction paternelle le 1er janvier. Donc, c'est sûr que moi, je vous souhaite dans toute son existence d'être heureux avec ma compagne et moi. Et ben c'est sûr que d'être père, je peux quand même en parler un peu, ça change une vie. Et puis, changer des couches, on peut avoir des surprises. À un moment donné, je changeais une couche, puis là, j'avais soulevé un petit peu les pieds, puis je pense que ça l'a stimulé, puis là, elle m'a uriné dessus. Tu sais, il a fallu que je me change par la suite, mais ça exerce la patience. Tu sais, un enfant, entre autres, qui peut se mettre à pleurer avec haute intensité, là. C'est assez spécial ce que je vis là, avec ma compagne, là, dans le sens que là, je partage un peu une tranche de vie, là.
en complétant cet enregistrement, mais c'est par rapport à mon intégration du rôle de père. Donc, à tout moment, ma fille peut se mettre à pleurer et est très intense, dans le sens qu'elle peut être très tranquille, puis à un moment donné, sans crier gare, elle se met à pleurer, là, puis c'est comme sa vie était en danger, c'était comme la fin du monde. À un moment donné, on était tous les deux couchés à côté d'elle, puis elle se met à pleurer, puis elle monte en intensité. J'ouvre la lumière, puis là, je regarde, puis c'était tout simplement le chapeau qu'elle avait sur la tête. Elle l'avait sur les yeux. Donc, parce que des fois, elle joue avec son petit chapeau, puis là, puis elle l'a agrandi aussi au fil du temps en jouant avec, là, un petit chapeau en laine, puis là, il était tombé ses yeux, probablement qu'elle se mettait à pleurer pour dire, ben, je vois rien, puis là, c'était comme, elle se sentait pas à l'aise, puis là, c'était très intense, puis là, quand on la regarde, elle fait juste enlever le chapeau de sa figure par la suite, là, puis les choses rentrent dans l'ordre, là, mais l'intensité qu'a un enfant, c'est intéressant à observer. Et je suis d'avis que, rendu une fois adulte, il faudrait être capable d'avoir le même type d'intensité dans notre capacité de commander à l'univers, commander à l'être que nous sommes, sur le plan de notre multidimensionnalité, en vertu de la globale individuation, faisant en sorte que le monde est en nous. Nous ne sommes pas séparés des autres, bien que différents d'eux de par notre personnalité, de notre personne, mais en tant que tel, le champ d'énergie quantique qui englobe toute chose, il est un. Donc, il n'y a pas de séparation avec les autres. Et bref, tout ça pour dire que regardez l'intensité qu'elle peut avoir lorsqu'elle pleure. Ben, à mon avis, il faut avoir la même intensité dans notre rapport de force avec l'esprit. Quand on veut quelque chose, un peu comme un enfant qui va se rouler par terre, je le veux, telle affaire, je le veux. Bon, ben, il y a une énergie incroyable qui est mobilisée dans l'optique d'atteindre quelque chose. Et c'est dans notre vie, lorsqu'on est très frustré ou contrarié, qu'il est possible ensuite, dans certains cas, de mobiliser une énergie de telle ampleur. Et ça ne se commande pas avec l'ego. Ça se vit par rapport à des situations de tension extrême et réelle, ce qui fait en sorte qu'en dépit des événements catastrophiques qui peuvent se produire à l'échelle de l'humanité, eh bien, il faut voir derrière ces événements-là des opportunités pour certains individus de monter en puissance, en autorité énergétique, en autorité vibratoire et en capacité de réinvention rapide, instantanée et intense d'eux-mêmes. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et comme on est encore en début d'année 2023, bien, je voulais quand même, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont encore dans l'esprit du temps des fêtes, vous souhaitez une très belle année 2023 avec tout ce que vous voulez. Et cette nouvelle année, naturellement, je bénis en particulier ma santé, celle de mes proches qui désirent l'être, qui désirent accueillir cette bénédiction, qui sont ouverts, un peu comme quelqu'un qui reçoit un massage, pour qu'il y ait une certaine efficacité du massage en tant que échange énergétique. Donc, s'il vise à véhiculer de l'énergie, un peu comme un traitement énergétique, ça prend une ouverture de la personne, une disposition à bénéficier de l'apport d'énergie ou de la bénédiction ou du choix de nouvelle année. Il faut être ouvert aux éléments, à mon avis, qui nous avantagent. Donc, et programmer l'univers. On n'est pas séparés du tout. Bon, ben, utiliser notre pensée, notre capacité à véhiculer quelque chose dans le monde qui va nous avantager, nous rendre heureux et être capable de regarder les lanceurs d'alerte avec un esprit critique, être capable d'apprécier qu'est-ce qui fait notre affaire, puis être capable aussi de voir qu'est-ce qui fonctionne pas ou les contradictions qu'ils ont, puis de si on en écoute là, dans les médias là, alternatifs sur le web ou sur les réseaux sociaux. Voilà l'essentiel de mon discours. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.